Je m'appelle Rebecca, j'ai 34 ans, et pendant longtemps, j'ai vraiment cru que j'étais peu intelligente, peu intéressante, peu capable. Et le plus cruel, c'est que personne ne m'a dit ça d'un coup, en face. Ça s'est fait lentement, presque comme une goutte d'eau tombant sur une pierre chaque jour, jusqu'à percer. Mais pour que tu comprennes comment j'en suis arrivée au point d'être mise à la porte de ma propre maison avec la phrase « Tu ne sers à rien », je dois revenir quelques années en arrière. Revenir au jour où j'ai rencontré l'homme que pendant longtemps j'ai appelé l'amour de ma vie. À l'époque, j'avais 25 ans et je travaillais comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Ma journée se déroulait toujours plus ou moins comme ça. Arriver à 7h30. Allumer l'ordinateur, débloquer le téléphone, vérifier l'agenda. Accueillir des patients énervés par le retard des dentistes, rester poli même quand personne ne l'était avec moi. Je vivais en colocation avec mon amie Carole dans un petit appartement bruyant mais plein de vie. On partageait tout, les factures, la nourriture et les rêves. « Amiga, un jour j'aurai ma propre pâtisserie », disais-je en touillant un gâteau que j'emmenais au travail pour faire tester au personnel. « Et moi, je serais un associé flemmarde, juste pour rester à la caisse en souriant aux clients », répondait-elle en riant. « Vous voulez un autre morceau, monsieur ? C'est offert par la maison. » C'était ça, nos grands projets de vie. Une pâtisserie et beaucoup de rire. Ce n'était pas un rêve de telenovela, mais c'était simple et sincère. C'est un lundi banal que Renato est entré pour la première fois dans la clinique. J'étais au comptoir, en train de vérifier un paiement dans le système, quand j'ai senti cette forte odeur de parfum masculin. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme en costume parfaitement taillé, chemise blanche impeccable, barbe soignée et sourire calculé. Il s'est approché du comptoir, a pris la fiche d'inscription et avant même de commencer à la remplir, il m'a regardé et a dit « Vous êtes toujours aussi ponctuel ou c'est juste aujourd'hui que je suis arrivée à l'heure ?» J'ai trouvé la phrase étrange, mais j'ai souri, professionnel. « On fait de notre mieux », ai-je répondu. « Votre nom, s'il vous plaît ?»« Renato Azevedo », a-t-il dit dans une voix assurée. Notez, 34 ans, entrepreneur, timide mais sympathique. J'ai souri à nouveau, un peu gênée. « Juste le nom, Renato », ai-je répondu. « Le reste, vous gardez pour le dentiste. » Il a ri, comme s'il aimait tester les limites. Plus tard, quand il est sorti du cabinet, la bouche à moitié anesthésiée, il a dit, la voix un peu pâteuse, « Si je bave en payant, vous promettez de ne pas filmer et poster ça sur Internet ?» Cette fois-ci, j'ai vraiment ri. « Je ne ferai pas ça à votre fierté, » ai-je répondu. « Signez juste ici. » Il a signé, payé, et avant de partir, il s'est légèrement appuyé sur le comptoir, a penché la tête et a demandé « Votre nom, c'est Rebecca, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé. « Nom de femme forte ?» a-t-il commenté, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention, mais cette phrase est restée dans un coin de ma tête. Le soir même, j'ai reçu un message sur mon téléphone. « Salut, c'est le gars qui a failli baver sur ton bureau. Si je t'invite à prendre un café, sans anesthésie, tu acceptes ?» Je l'ai montré à Carole. « Amiga, c'est le mec en costume ?» a-t-elle demandé, tout excitée. « Oui », ai-je répondu. « Accepte. Au pire, ça fera une histoire pour les potins. » J'ai ri. Et j'ai accepté. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit café mignon du centre. Renato est arrivé dans le même style, bien habillé, parfumé, sûr de lui. Il a tiré la chaise pour moi, commandé un cappuccino, m'a regardé droit dans les yeux et a commencé à parler de sa vie. J'ai appris qu'il était propriétaire d'une société de conseil, qu'il travaillait pour d'autres entreprises, qu'il prenait les problèmes des autres et les transformait en solutions, que le marché était compétitif et qu'il avait travaillé dur pour arriver où il était. Il a dit avec fierté « Je suis parti de rien. Rien n'est tombé du ciel pour moi. J'ai toujours couru après ce que je voulais. J'aime gagner. » Je buvais mon café tranquillement et je pensais « Quel homme déterminé ?» Il me posait aussi des questions, bien sûr. « Et toi, Rebecca, qu'est-ce que tu aimes faire à part écouter les gens se plaindre de canal radiculaire ?» plaisantait-il. « J'aime cuisiner, surtout les desserts. J'ai passé toute mon enfance à regarder ma grand-mère faire des gâteaux et des douceurs pour chaque anniversaire de la famille. Je crois que j'ai hérité de son talent. » « Je l'avais deviné », a-t-il dit.
Le gâteau que tu as apporté à la clinique est de toi, non? J'en ai goûté une part dans le cabinet. Si je t'épouse pas, au moins je t'embauche pour mon anniversaire. C'était la première fois qu'il disait quelque chose à propos de m'épouser, même si c'était pour plaisanter. Et c'était la première fois que mon cœur a battu un peu plus fort. Au cours des mois suivants, Renato s'est rapproché de ma vie comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Il était attentionné, présent, généreux et surtout convaincant. Il envoyait des messages de bonjour, m'appelait pour savoir si j'étais bien rentrée, apportait parfois des fleurs à la clinique. Carole, évidemment, devenait folle. « Il est trop parfait, amiga », disait-elle. « Fais juste attention, d'accord? Un homme trop parfait cache toujours un truc. » « Arrête de dire des bêtises, » répondais-je en riant. « C'est juste un gars gentil. » Mais au fond, j'étais déjà prise. La façon dont il me regardait, dont il disait que je méritais plus que d'être derrière un comptoir, dont il affirmait que j'étais intelligente, que j'avais du potentiel pour bien plus, tout ça nourrissait une partie de moi qui s'était toujours sentie invisible. Il a commencé à fréquenter ma maison, à connaître ma famille, à conquérir ma mère, avec des boîtes de chocolat et des compliments préparés. « Donna, Elisa, vous avez élevé une femme incroyable. J'ai de la chance !» Ma mère soupirait, totalement charmée. « Celui-là vient de Dieu, Rebecca, » disait-elle. « Un homme qui respecte sa mère, parle bien de sa belle-mère, travaille et veut progresser, ne le laisse pas partir. » Ma grande sœur, Myriam, avait l'antenne plus affûtée. « Il est poli, oui, » admettait-elle, « mais il y a quelque chose dans son regard, un air de « je sais toujours mieux que tout le monde ». »« Oh, Myriam, tu trouves des défauts même chez les saints » rétorquai-je. Et ainsi, j'ai commencé à ignorer les petits signes. Après 1 an de relation, la demande en mariage est arrivée. Il a préparé tout le spectacle dont beaucoup de femmes rêvent. Dîner dans un beau restaurant, bougies sur la table, serveur apportant un dessert avec « Épouse-moi » écrit en chocolat. Quand j'ai vu la bague dans sa main, mon cœur s'est emballé. « Rebecca » a-t-il dit en tenant ma main, « depuis que tu es entrée dans ma vie, j'ai l'impression que tout s'aligne. Tu es calme là où je suis explosif, délicate là où je suis brusque. Je veux construire quelque chose de grand avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Je pleurais, je tremblais, je riais, tout en même temps. « Oui », ai-je répondu, 1000 fois oui. Ce jour-là, j'ai cru que je commençais le grand chapitre du « heureux pour toujours » de ma vie. Je ne savais pas que ce n'était que le début de la partie où j'allais être effacée, lentement. Les premiers mois après le mariage ont été beaux. Nous avons d'abord vécu dans un appartement loué, modeste mais chaleureux. Nous partagions les tâches, ou du moins je pensais que nous les partagions, nous planifions l'avenir, faisions des projets de voyage. Mais avec le romantisme a commencé aussi le discours qui allait tout changer. « Rebecca », disait Renato assis à la table avec son ordinateur ouvert, « on fait un petit calcul rapide. Tu te tues à travailler à la clinique, tu gagnais peu, tu es toujours épuisé. Moi, je suis en pleine ascension. Dans l'entreprise, si je me concentre à 100%, on va décoller. Pourquoi tu quittes pas ton travail pour t'occuper seulement de la maison? Je gère les finances, tu gères le foyer. » Je me tortillais sur ma chaise. Mais et si, risquais-je, et si un jour les choses tournaient mal, je me retrouverais sans rien, sans expérience récente, sans emploi? Il a ri. « Et si un jour ?» a-t-il répété. « Rebecca, désolée, mais ça, c'est une mentalité de quelqu'un qui s'attend toujours au pire. Moi, je suis là pour faire en sorte que ça fonctionne. Je suis ton mari. Le mariage, c'est un partenariat. Tu n'as pas confiance en moi. » La question était un piège. Je le sentais, sans savoir comment l'expliquer. « J'ai confiance, mais… » tentai-je. « Alors voilà », m'a-t-il coupé. « Fais-moi confiance et laisse-moi faire ce que je sais faire. Dehors, je me bats pour nous deux. Ici, tu me donnes le soutien dont j'ai besoin. Tu es incroyable pour t'occuper de la maison, de la cuisine, des détails. Tu t'épanouirais là-dedans. » Ma mère en rajoutait. « Il a raison, ma fille, » disait-elle au téléphone. « S'il peut te soutenir, pourquoi tu vas continuer à te tuer en 2 postes? Une femme n'a pas besoin de prouver des choses au monde tout le temps. Laisse l'homme être le pourvoyeur. » Myriam, comme toujours, tenait un autre rôle.
Je comprends vouloir alléger ta charge, mais je te demande juste une chose. Si tu décides de quitter ton travail, ne t'éloigne pas complètement du marché. Fais une formation, vends tes douceurs, garde ton propre revenu. Tu crois vraiment que Renato serait capable de m'abandonner ? Demandai-je, vexée. Je crois que tout être humain est capable de décevoir, répondit-elle simplement. Je n'ai pas voulu entendre. Au bout de 3 mois, j'ai donné ma démission. Au début, je l'avoue, ça avait le goût de vacances permanentes. Je me réveillais sans réveil, je préparais le café tranquillement, je dressais de jolies tables, je décorais des recoins de la maison auxquels je ne prêtais même pas attention avant. J'ai commencé à inventer des recettes. Gâteau à la carotte avec ganache, flan au caramel bien foncé, pavé au chocolat avec biscuits sablés. Renato rentrait du travail et il y avait toujours quelque chose de prêt pour lui. « Tu es merveilleuse », disait-il en mangeant. « J'ai la femme parfaite. » Chaque compliment était une caresse pour mon âme. Sauf que, petit à petit, quelque chose a changé. Les compliments ont commencé à venir avec un ton différent. En même temps qu'il me plaçait sur un piédestal comme épouse idéale à la maison, il me rabaissait dans tout ce qui sortait de ce rôle. Quelques phrases qui ont commencé à apparaître. « Franchement, Rebecca, tu ne comprends rien aux impôts. Laisse-moi gérer ça. La banque, c'est une jungle. Fais-moi confiance, sinon tu vas t'en mêler. Le notariat, c'est trop compliqué. Tu vas te perdre là-bas. Je m'en occupe. » Moi qui n'avais jamais eu peur d'aller seule à la banque, j'ai commencé à croire qu'il avait peut-être raison, que j'étais peut-être un peu maladroite pour ces choses-là. Quand j'ai parlé de peut-être vendre quelques gâteaux, « Je pourrais prendre des commandes pour les collègues de ta boîte, non ?» ai-je proposé. « J'aime tellement faire ça. » Il a laissé échapper un petit rire sec. « Rebecca, sérieux ?» a-t-il dit en le tout à coup. « Je me tue à te sortir de derrière un comptoir, à t'éloigner des clients difficiles pour que tu deviennes quoi ? Boulangère à la demande ? Je peux te donner tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas à t'humilier pour des miettes. » T'humilier pour des miettes. Ces mots m'ont coupé d'une façon dont je n'ai même pas su me défendre. Je me suis tue. Et c'était exactement ça qui me tuait. Pas ce qu'il disait, mais tout ce que je cessais de dire. C'est à peu près à cette époque que le sujet de la « maison à nous » est apparu. Renato a commencé à parler d'un bien qu'il avait vu, d'une bonne opportunité, d'un quartier prometteur, d'un investissement pour notre avenir. Un jour, il est arrivé enthousiaste. « Rebecca, j'ai trouvé », a-t-il dit en me montrant des photos sur son téléphone. « Une maison incroyable, avec jardin, suite, cuisine immense. Tu deviendrais folle dans cette cuisine. Si on serre un peu la ceinture maintenant, la mensualité rentre dans le budget, et plus tard ce sera du patrimoine. » Je suis tombée sous le charme immédiatement. La maison était magnifique. Jardin, 2 places de parking, une véranda agréable. « Waouh !» ai-je murmuré en regardant les photos. « On dirait un rêve. » « C'est notre rêve, » a-t-il corrigé, « et je veux le réaliser avec toi. » Pendant les démarches d'achat, j'y suis allée plusieurs fois avec lui, j'ai parlé au courtier, mais au moment de signer les papiers, il a tout pris en main. « C'est beaucoup d'informations ennuyantes, Rebecca, » a-t-il dit en voyant mon air perdu devant autant de documents. « Laisse-moi gérer ça, c'est mon domaine. » Le courtier a demandé « Et à quel nom allons-nous enregistrer le bien ?» Avant que je puisse répondre, Renato a lancé « Au nom de Rebecca ». Le courtier a haussé un sourcil. « Uniquement au nom de madame ?»« Uniquement au sien », a confirmé Renato. « Question stratégique à cause d'une ancienne situation me concernant, mais on réglera ça plus tard. » Il m'a regardé, m'a fait un clin d'œil, comme s'il me faisait une grande faveur. Ce jour-là, j'ai pris le stylo et j'ai signé là où il m'a dit. J'ai signé sans lire. J'ai signé avec la confiance aveugle de quelqu'un qui croit que l'amour et les papiers sont la même chose. Je suis sortie du notaire en pensant avoir vécu un conte de fées. Une maison à mon nom, un mari qui pensait à tout, un avenir devant nous. Je ne savais pas qu'à cet instant précis, son petit jeu avançait aussi, maison par maison, comme sur un plateau. Dans sa tête, c'était probablement « elle signe, elle ne comprend rien, je contrôle ». Dans la mienne, il s'occupe de tout, je lui fais confiance. Et c'est ainsi que, sans m'en rendre compte, j'ai laissé l'homme qui disait « nom de femme forte » effacer peu à peu tout ce qui était vraiment fort en moi. Jusqu'à la nuit où il m'a regardé, devant plein de gens, dans le salon de la maison qui était à mon nom, et a prononcé la phrase qui allait devenir le point de bascule de toute cette histoire. « Tu ne sers à rien,
Mais cette partie-là, c'est pour le prochain chapitre. Chapitre 2. La nuit où il a dit « Tu ne sers à rien ». Ce vendredi avait commencé comme un autre, mais quelque chose de petit, presque imperceptible, pulsait au fond de mon esprit depuis le moment où j'avais ouvert les yeux. Renato n'avait pas dormi à mon côté cette nuit-là. Ou plutôt, il avait dormi, mais collé à l'extrémité du lit, tourné vers le côté opposé, comme si le matelas était un territoire divisé par une ligne imaginaire que je n'avais pas la permission de franchir. Je me suis réveillée avant lui. Je suis restée quelques minutes à observer son dos raide, sa façon de respirer profondément, comme s'il était toujours prêt à discuter, même en dormant. J'ai essayé d'ignorer. Je me suis levée doucement, j'ai fait le café, mis la table, tout arrangé comme il l'aimait. Quand il est sorti de la chambre, déjà en costume, déjà pressé, il n'a même pas posé les yeux sur moi. Le café est servi, et je dis doucement. Il a claqué la langue, un son sec, désagréable. Je n'ai pas le temps, a-t-il murmuré. J'ai une réunion tôt. Il a pris les clés de la voiture et s'est dirigé vers la porte. Renato ? Et j'appelais, plus par réflexe que par nécessité. Je pensais que ce soir on pourrait... Il s'est retourné, me lançant cette expression que je connaissais si bien, de l'irritation déguisée en fausse patience. Rebecca, a-t-il dit avec le ton le plus professoral possible. Tu sais que j'ai une vie sociale professionnelle. Ne me demande pas ce genre de choses à la dernière minute. J'ai déjà prévu quelque chose avec le personnel. On dîne ici ce soir, tu te souviens ? Ah oui, le fameux dîner professionnel. Avec collègues, partenaires, investisseurs, j'ai acquiescé, sachant très bien que mon avis ne changerait rien. Veux-tu que je prépare quelque chose de spécial ? Et je proposais, cherchant la paix. Il a esquissé un sourire tordu. Un demi-sourire que j'avais appris à décoder avec le temps. Tu poses trop de questions, tu te proposes trop, tu devrais savoir quoi faire sans que j'aie besoin de te le dire. Fais quelque chose de simple, a-t-il dit. Rien qui fasse du désordre. Et, s'il te plaît, évite de trop circuler dans le salon pendant qu'on discute. Je veux éviter les distractions. Les distractions. Moi. Ma femme était une distraction. Il est parti en claquant la porte. Et je suis restée là, seule dans la cuisine lumineuse, tenant une tasse de café encore chaude, avec un silence qui semblait m'enlacer dans le dos. J'ai passé le reste de la matinée à nettoyer la maison, arranger les coussins, lustrer les meubles, préparer des petites entrées. En fin d'après-midi, j'ai mis une robe bleue discrète, attaché mes cheveux en chignon bas et attendu que Renato rentre. Il est arrivé à 19h10, portant des sacs de courses et une bouteille de vin cher. Il ne m'a presque pas regardé. « Mets ça au frais », a-t-il dit, en me tendant la bouteille trop près du visage, comme on tend quelque chose à une employée. J'ai accepté sans rien dire. « Les invités arrivent à 8h, a-t-il ajouté. « Je veux tout en ordre avant qu'ils n'apparaissent. »« Tout est déjà prêt, » ai-je répondu. Il n'a même pas entendu. Il était déjà au téléphone, parlant chiffres, horaires, et je ne sais quelle stratégie que lui seul comprenait. À 8h20, les premiers invités sont arrivés. Un couple élégant, parfumé, parlant trop fort. Puis 2 hommes en costume. Et enfin, une femme que je n'avais jamais vue. Grande, peau claire, talons fins, robe moulante, et un parfum si puissant qu'il semblait remplir la pièce avant même qu'elle ne franchisse la porte. Renato s'est transformé lorsqu'elle est arrivée. Son visage s'est illuminé, comme si tout, absolument tout, avait été préparé pour elle. « Julia !» s'est exclamée, avec un sourire large. « Qui bon que vos s'éveille, quel bonheur que tu sois venue !» Elle a ri. S'est penchée, lui offrant la joue pour un caisser long. Trop long pour être neutre. « Bien sûr que je suis venue. Tu sais que je viens toujours quand tu m'appelles. » Je viens toujours quand tu m'appelles. La phrase est tombée au milieu du salon comme une pierre. Je me suis approchée, polie. « Bonsoir. » Et je dis en souriant, « Je suis Rebecca, l'épouse de Renato. » Elle m'a regardée de haut en bas.
Un regard rapide, évaluateur. Ah, a-t-elle fait, avec une intonation qui n'avait rien de enchanté. Bien sûr. Et elle s'est retournée avant même que je finisse ma phrase. Renato l'a remarqué et n'a rien dit. Le dîner avait commencé. Je servais les entrées, je remplissais les verres, je ramassais les serviettes, je souriais. Renato parlait avec enthousiasme, racontait des histoires, gesticulait. Quand il était entouré de collègues, il se sentait au sommet du monde. Jusqu'au moment où, alors que je ramassais une assiette vide, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Renato était assis à côté de Giulia. Il parlait bas, ou du moins essayait. Mais la pièce était silencieuse au point que quelques phrases ont glissé jusqu'à moi. « Ta femme est tellement réservée » a murmuré Giulia, avec un petit rire. « Elle ouvre à peine la bouche. »« Mais elle est comme ça » a répondu Renato. « Elle n'a pas beaucoup de présence. » Ma poitrine s'est serrée. Giulia a ri encore. « Tu mérites quelqu'un de plus compatible, Renato. » Il s'est penché vers elle, si près que leurs épaules se frôlaient presque, et a dit à voix basse, mais pas assez, « Un jour, je règle ça. Ça. Moi. » Giulia a souri, mordant sa lèvre. Je me suis éloignée vers la cuisine, le cœur battant fort. J'avais besoin de respirer, de réfléchir. Mais je n'ai pas eu le temps. J'ai entendu des pas derrière moi. Renato est entré, refermant la porte d'un geste sec. « Qu'est-ce que tu fais ici dedans ?» a-t-il demandé, presque en grognant. « Je nettoie » ai-je répondu, essayant de garder la voix ferme. Il s'est approché, si vite que pendant un instant j'ai cru qu'il allait me saisir. « Tu nettoieras plus tard » a-t-il dit. « Là, tu déranges. Tu rends la pièce tendue. Tu gâches l'ambiance. » Cette phrase m'a frappé de plein fouet. « Moi ? Ai-je soufflé ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et puis, c'est arrivé. L'instant précis, la phrase que je n'oublierai jamais. Il a pointé le doigt sur mon visage et a dit d'une voix dure, cruelle, impitoyable, « Tu ne sers à rien, Rebecca. » Je suis restée figée. Il a continué, comme on vide un chargeur. « Tu n'aides pas dans les conversations, tu ne sais pas te comporter, tu ne sais pas parler avec des gens importants. Je te donne maison, nourriture, confort, et toi, tu m'apportes quoi ? Rien, absolument rien. » J'ai senti mes yeux brûler, mais je me suis forcée à ne pas pleurer. Pas devant lui. Il a pris une grande inspiration, passé la main dans ses cheveux et a conclu. « Je vais te demander une seule chose. Disparais pour ce soir. Va dans la chambre. Ferme la porte. Ne me fais pas honte. » Et avant que je puisse répondre, il a ouvert la porte de la cuisine et a ordonné. « Maintenant !» J'ai marché vers le couloir, comme si mes pieds ne touchaient pas le sol. Je suis entrée dans la chambre, j'ai fermé la porte. Et j'ai tout entendu. Les rires, les conversations, la voix de Renato de plus en plus animée, le rire trop fort de Giulia. J'étais immobile, respirant lentement, essayant de comprendre comment en si peu de temps quelqu'un peut transformer une femme en ombre. C'est alors que j'ai entendu. Oui. J'ai entendu. Renato et Giulia étaient près du couloir, peut-être en allant aux toilettes, peut-être vers le jardin. Je ne sais pas. Mais la porte de la chambre était entr'ouverte, et la maison était assez silencieuse pour que chaque mot me parvienne avec clarté cristalline. Giulia a dit. « Elle te freine, Renato. Tu pourrais aller bien plus loin. Avec moi, tu doublerais tes résultats en 6 mois. » Il a ri doucement, et puis, d'un ton presque intime,
bien trop intime. Il a ajouté. Calme-toi, calme-toi, ça va arriver. Elle n'est pas un problème, c'est juste une question de temps. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Et autre chose a commencé à naître. Quelque chose de silencieux, de ferme, de froid. La graine du changement, parce que à ce moment-là, pour la première fois, j'ai compris que l'homme que je croyais être mon protecteur était en réalité celui qui me détruisait, et je n'avais encore aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Mais une chose était certaine. Renato n'imaginait une seconde que cette phrase, cette humiliation, serait justement le début de ma libération. Chapitre 3. Le jour où j'ai découvert qui était vraiment la maîtresse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise au bord du lit, en silence, les yeux fixés au sol, tandis que la voix de Renato résonnait dans ma tête comme si elle sortait de haut-parleurs invisibles. « Tu ne sers à rien. Tu gâches l'ambiance. Disparais d'ici. Elle n'est pas un problème. Ce n'est qu'une question de temps. » Ces 4 phrases sont devenues des couteaux, et chacune a coupé une partie différente de moi. Je pensais avoir déjà été blessée. Je pensais avoir déjà été diminuée. Mais ça, c'était de l'humiliation. Pure. Brute. Glaciale. Et le plus étrange, je n'ai pas pleuré. Pas cette nuit-là. C'était comme si mon corps était entré en état de choc émotionnel. J'écoutais, je répétais mentalement, j'essayais de comprendre, mais rien ne sortait. Ni larmes, ni cris, ni réaction. Le silence en moi était si vaste qu'il en devenait douloureux. Quand j'ai entendu la porte du salon se fermer, il était presque 2 heures du matin. Les invités étaient partis. Renato a traversé le couloir, s'est arrêté devant la porte de la chambre, a respiré profondément, peut-être répétant une autre réprimande, puis est entré. J'étais assise sur le lit, les mains jointes sur les genoux. Il m'a regardée avec une expression agacée, comme si ma simple présence constituait déjà une faute. « Je pensais que tu dormais ?» a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Il a poussé un soupir théâtral, s'est passé la main sur le visage et a ajouté « Écoute, Rebecca, pour ce que j'ai dit, ne le prends pas personnellement. C'était juste du stress. Tu sais comment je deviens quand je dois impressionner des clients. » J'ai senti tout mon corps se tendre. Il voulait que j'accepte, que j'absorbe, que j'avale. Et j'étais tellement habituée à faire ça que pendant un instant, j'ai presque fait. Presque. Mais quelque chose en moi, quelque chose que je ne reconnaissais pas encore, s'est ancré au sol, refusant d'obéir. « Je n'ai pas la tête pour discuter, » a-t-il conclu. « Demain, ça ira mieux pour toi. » Il s'est tourné, a enlevé son costume, jeté sa chemise dans le panier, s'est couché et s'est endormi en moins de 5 minutes, comme si absolument rien ne s'était passé. Je suis restée éveillée jusqu'à l'aube. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il a agi comme si tout était normal. « Fais du café », a-t-il dit, en passant près de moi sans me regarder. « J'ai un rendez-vous auto. » J'ai fait le café. Non pas pour lui, mais parce que j'avais besoin de temps pour observer. Et c'est ainsi dans le silence que j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Renato était nerveux. Oui, nerveux. Il tapotait la table du bout des doigts, regardait sa montre toutes les 2 minutes, vérifiait son téléphone sans arrêt. Quand l'écran s'est allumé, j'ai aperçu, juste un instant, un nom. Julia. Il a retourné le téléphone immédiatement.
comme on cache un crime. Ce simple geste a allumé une alarme énorme en moi. Qui est elle ? Ai-je demandé pour la première fois, directement. Il s'est figé. Il s'est tourné, lentement. Qui ? A-t-il demandé, feignant l'ignorance. Julia, j'ai répondu. La femme en robe noire, c'est qui ? Il a haussé un sourcil, presque moqueur. C'est juste une collègue ? Tu exagères. Une collègue à qui tu murmurais presque à l'oreille ? Une collègue qui dit qu'elle vient toujours quand tu l'appelles ? Une collègue qui t'a dit que tu mérites quelqu'un de plus compatible ? Une collègue à qui tu as répondu « Ça va arriver, calme-toi ». Son expression a changé. Pas de culpabilité, pas de gêne, mais d'irritation. « Tu as entendu » a-t-il demandé en serrant la mâchoire. « J'ai entendu », j'ai répondu. La porte était entr'ouverte. Il a respiré profondément, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la peur. Non pas pour moi, non, pour lui. « Rebecca, a-t-il commencé, tu n'as pas compris le contexte. Julia parle trop, elle cherche l'attention. Et je la laisse faire parce qu'elle est utile professionnellement, rien de plus. »« Tu mens, » j'ai dit, d'une voix si calme que ça m'a surprise moi-même. Il a frappé la table. « Commence pas, Rebecca. » Je ne bougeais pas. « Tu mens, » j'ai répété. Il a étouffé un cri. S'est frotté le visage comme s'il tentait de contenir son propre explosion. « Écoute, Rebecca, j'ai dit des bêtises alors. J'ai parlé pour parler. J'étais ivre, et toi tu es trop sensible. On règle ça plus tard. Maintenant je dois y aller. » Il a attrapé ses clés, son téléphone, sa mallette, et il est sorti. La porte a claqué si fort que les tasses sur la table ont tremblé. Mais moi, je n'ai pas tremblé. Et ça, c'était la première différence. J'ai passé toute la matinée seule, assise à la table, regardant une tasse de café intacte. Je savais que je devais comprendre qui était Julia, parce que des femmes comme elle n'apparaissent pas par hasard. Elles ont une histoire, un passé, un contexte. Et Renato n'inviterait pas n'importe qui à ce dîner. Pas avec ce sourire, pas avec cette attitude, pas avec cette intimité. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris son téléphone. Il est à mon nom, acheté avec mon numéro fiscal, payé avec l'argent qu'il disait être à nous. Alors, pour la première fois, j'en ai fait usage comme de mon droit. Je connaissais son code. Il pensait que je n'aurais jamais le courage de fouiller. Et il n'était vraiment pas préparé à ce que j'allais trouver. Parce que aussitôt que j'ai ouvert WhatsApp, son nom apparaissait là. Julia, priorité. Priorité. Avec un cœur rouge à côté. Mon estomac s'est effondré. J'ai ouvert la conversation et ce fut comme ouvrir une porte que j'aurais dû ouvrir depuis longtemps. Le message commençait ainsi. Ton baiser me manque. Hier, c'était parfait. Elle n'a rien soupçonné. Tu es mon refuge. Et Renato répondait. Elle ne soupçonne jamais. Rebecca vit dans son monde. Elle ne remarque même pas quand je suis insatisfait. Je mérite plus. J'ai senti une vague de chaleur me traverser le dos. Ce n'était pas du chagrin, ce n'était pas du désespoir. C'était quelque chose de différent. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie. De la colère, peut-être. De la douleur, assurément. Mais il y avait plus. Le début de ma lucidité. J'ai continué à lire. Julia écrivait. « Quand est-ce qu'on règle ta situation ? Tu m'as dit que tu en avais assez de ce mariage. Je ne veux pas être l'autre pour toujours, Renato. » Et lui, doucement, ne t'emballe pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas.
Tout arrive au bon moment. Le bon moment? Pourquoi? Pour me remplacer? Pour me laisser sans rien? Pour me chasser de la maison qui est à mon nom? Puis une photo. Julia dans le salon de ma maison, avec la même robe que la veille, assise sur mon canapé, avec la légende « Je suis si bien ici ». J'ai refermé le téléphone avec une force telle que j'ai presque fissuré l'écran. Et c'est là, à cet instant précis, que la vérité m'a frappé de plein fouet. Renato ne se contentait pas de me tromper. Il préparait le terrain pour me remplacer. Il élevait une autre femme pendant qu'il me démolissait. Je me suis levée lentement. Ma respiration était lourde, ma poitrine brûlait. Je suis allée jusqu'au miroir du couloir. Je me suis regardée, le chignon de travers, le t-shirt simple, le regard épuisé. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas reconnue. Ce n'était pas la Rebecca qui rêvait d'ouvrir une pâtisserie. Ce n'était pas la Rebecca qui riait aux éclats avec Carole. Ce n'était pas la Rebecca tombée amoureuse d'un sourire dans un cabinet dentaire. C'était une femme rapétissée à l'intérieur de sa propre vie. Et j'ai dit, à voix basse, presque un murmure, mais ferme, ça s'arrête aujourd'hui. Parce que je savais, au plus profond de moi, que Renato préparait un coup. Et que cette phrase dite dans la cuisine « tu ne sers à rien » n'avait pas été un hasard. Ce n'était pas un élan, c'était un calcul. C'était parti d'un plan. Un plan qui incluait Julia, un plan qui m'excluait moi. Mais il avait oublié une chose. Il avait oublié que la maison est à mon nom, que les factures sont à mon numéro fiscal, que sa propre stabilité dépend de ma signature sur certains documents. Il avait oublié que la femme qu'il essayait d'effacer commençait à se réveiller. Et il allait le regretter profondément. J'ai passé toute la matinée à fixer le téléphone de Renato comme on tient une bombe prête à exploser. Chaque message de Julia était une brique qui démantelait tout ce que je croyais commettre de mon propre mariage. Mais ce n'était pas seulement la trahison. Il y avait quelque chose de plus profond, qui me rendait nerveuse. La façon dont il parlait de régler ma situation. La manière dont Renato disait « Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tout arrive au bon moment. Elle n'est pas un problème. » Et il y avait aussi ce que Julia avait écrit. Tu as dit que tu ne supportais plus de laisser la maison à son nom. À son nom. À mon nom. Cette phrase s'est accrochée à mon esprit comme une corde tirant tout hors de l'obscurité. Je devais comprendre. Je devais savoir exactement ce que Renato préparait. Je suis descendue jusqu'au bureau de la maison. La porte était entr'ouverte. Le bureau avait toujours été son territoire, organisé, minimaliste, tout à sa place, des tiroirs fermés à clé. J'y entrais rarement, et quand j'y entrais, c'était uniquement pour faire un nettoyage superficiel, sans déplacer quoi que ce soit. Mais ce jour-là, j'ai franchi la limite sans hésiter. Le bureau était impeccable, pas une feuille déplacée, pas un stylo hors d'alignement. Mais il y avait une chemise bleue, entr'ouverte, avec quelques documents visibles. Je me suis approchée lentement, le cœur battant dans ma gorge. La première page affichait un titre qui m'a glacée. « Contrat de cession patrimoniale, brouillon ». Mon sang s'est frigé. Cession, donation, transfert. Mon nom était là, celui de Renato aussi, et plus bas, un autre nom. Julia Mendes, la maîtresse. Il préparait des documents pour lui transférer tout. Ma maison, mon patrimoine, vilement, froidement, sans que j'en sache rien. J'ai senti comme si je tombais dans un puits sans fond. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai dû respirer profondément pour ne pas m'évanouir. J'ai continué à fouiller la chemise. J'y ai trouvé des reçus, des transactions bancaires, des justificatifs de paiement que je n'avais jamais vus. Renato faisait circuler des grosses sommes, et pas pour l'entreprise. D'autres noms apparaissaient. Un certain Dionisio, prétendument consultant. Une petite société appelée Westbridge Solutions,
qui, selon plusieurs justificatifs, recevait des virements mensuels toujours à des dates proches des rencontres avec Giulia. Et le plus étrange de tout, un dépôt de 45 000 € sur un compte au nom de Giulia elle-même, décrit comme remboursement opérationnel. Remboursement de quoi? Opérationnel de quoi? Je sentais un fil logique se former lentement, mais chaque pièce qui s'emboîtait me donnait encore plus la nausée. Mon mari, l'homme qui disait travailler sans relâche, qui me demandait compréhension, qui se proclamait le cerveau financier de la maison, semblait être impliqué dans quelque chose de sale, très sale. Et Giulia n'était pas seulement une maîtresse, elle était complice, ou pire, partenaire d'affaires, du jour d'affaires qu'on cache. Mon cœur battait si fort que j'entendais mon pouls dans mes tempes. J'ai refermé la chemise et suis allée vers son ordinateur portable. Il était verrouillé, évidemment, mais Renato n'a jamais changé son mot de passe. Je l'ai tapé. L'ordinateur s'est ouvert. Et là, sur l'écran d'accueil, il y avait un dossier appelé Archivus Test. Un nom banal, presque ridicule, mais qui cherchait sûrement quelque chose que personne ne mettrait dans un dossier trop évident. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, un autre dossier, Photos et Contes. Et dedans, 4 autres, Reunions, Viagens, Relatorios et Pessoal. C'est sur celui-ci que j'ai cliqué. Les photos étaient bien trop révélatrices. Renato et Giulia dans des restaurants, Renato et Giulia lors de courts voyages, soi-disant des voyages d'affaires que je croyais qu'ils faisaient avec des associés, Renato et Giulia sur une plage, la même où il avait dit être en retraite corporative. Puis est venue la photo qui m'a vraiment détruite. Mon salon, mon canapé, Renato et Giulia assis sur ses genoux. Date dans le coin inférieur, 2 semaines avant le dîner. Ils utilisaient ma maison, mon salon, ma vie comme décor pour leur trahison. Mon estomac s'est retourné. J'ai senti une chaleur brutale monter à mon visage. Mes mains sont devenues glacées. J'ai dû m'asseoir. J'ai dû respirer. J'ai dû me rappeler que j'étais encore en vie. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose que je ne voulais pas admettre. Renato ne vivait pas une simple aventure extra-conjugale. Il avait une relation parallèle, structurée, planifiée, financée, et qu'il tentait maintenant d'officialiser. À mes dépens. Et pire encore, la maison, la seule chose à mon nom, était précisément la pièce centrale de leur plan. Je n'étais pas seulement trompée, j'étais utilisée, manipulée, affaiblie volontairement, et j'étais sur le point d'être jetée. J'ai refermé l'ordinateur portable, effacé mes empreintes, remis tout à sa place. Je me suis assise sur le canapé, respirant profondément, et je me suis demandé « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Mon premier réflexe était de pleurer, mais je n'avais plus de larmes. Tout en moi semblait desséché. Mon deuxième réflexe était de fuir, aller chez ma sœur, disparaître, m'effacer. Mais ça, c'est exactement ce qu'il aurait voulu. J'ai pris une longue inspiration, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose de différent grandir en moi. Une force silencieuse, une colère lucide, un sens de justice et une clarté que je n'avais jamais connue. Je savais exactement ce que je devais faire, et je savais par où commencer. J'avais besoin de preuves, de toutes. Messages, documents, photos, notes, brouillons, reçus, transferts, tout. Et c'est là, à cet instant précis, que la Rebecca fragile, dépendante, émotionnelle, qui ne sert à rien, a commencé à mourir. Et qu'une autre Rebecca est née. Une Rebecca que Renato n'aurait jamais imaginé affronter. La Rebecca qui, pour la première fois de sa vie, allait se lever.
Chapitre 5. La nuit où j'ai découvert qui il était vraiment. J'ai passé le reste de l'après-midi avec la respiration coincée dans la poitrine, comme si l'air avait décidé de m'abandonner. Mon estomac se retournait et mes mains tremblaient chaque fois que je me l'embreva le message de Julia. Tu as dit que tu ne supportes plus de laisser tout à son nom. Cette phrase touchait une blessure que j'ignorais avoir. C'était comme si chaque mot révélait quelque chose que je n'avais jamais voulu voir. Renato n'avait jamais voulu construire quoi que ce soit avec moi. Il avait toujours voulu contrôler ce que moi, je construisais. Il voulait la maison, non pas parce qu'il aimait la vie que nous avions là, mais parce qu'il voulait la garantie de pouvoir en disposer à sa convenance. Et maintenant, je le savais, je devais agir avant qu'il ne prenne l'initiative. Je devais être prête quand le moment viendrait. J'avais besoin de protection et de preuves. Beaucoup de preuves. La première chose que j'ai faite a été de prendre une petite valise et de la cacher dans mon placard derrière les boîtes de vêtements d'hiver. J'y ai mis mon passeport, certificat, une carte bancaire que j'avais toujours gardée, quelques documents importants, une copie papier de l'acte de propriété de la maison, une clé USB vide. Si quelque chose arrivait, je ne serais pas vulnérable. Puis je me suis assise à la table avec mon ordinateur portable, j'ai créé un nouvel email, une adresse secrète et j'ai commencé ce qui allait devenir la nuit la plus longue de ma vie. J'ai commencé à tout télécharger. Messages, captures d'écran, documents de son ordinateur, photos, vidéos, tout. Chaque élément révélant une partie du plan que lui et Julia tramaient. Mais tandis que je sauvegardais tout, une sensation étrange me suivait. Renato cachait quelque chose d'encore plus grand. Les transactions bancaires montraient qu'il manipulait des sommes bien trop élevées pour un simple ingénieur logistique, son poste officiel. Et ces petites entreprises vers lesquelles il envoyait de l'argent semblaient vides. Pas de site, pas d'enregistrement public, aucune activité identifiable. Puis, dans ma recherche frénétique, je suis tombée sur un fichier nommé WBO projetfinal.pdf. Je l'ai ouvert et mon cœur s'est presque arrêté. C'était une présentation détaillant des transports non déclarés, des routes nocturnes, des mouvements de cargaison sans facture et le pire, un schéma écrit de sa propre main. Route à faible surveillance, cargaison sensible, garder le secret, pas ouvrir les containers, contact principal JM, paiement direct sur le compte 0689 Julia M. J'ai porté la main à ma bouche. Renato est impliqué dans de la contrebande, ou du trafic, ou du blanchiment, ou peut-être les trois à la fois. Il n'était pas seulement un adultère, il était impliqué dans quelque chose qui pouvait l'envoyer et m'envoyer en prison. Et Julia n'était pas seulement une maîtresse, elle était complice. Tout mon corps s'est glacé. La maison était silencieuse, mais pour la première fois, ce silence semblait menaçant. L'air était lourd, comme si les murs avaient entendu tout ce que je venais de découvrir et m'observaient maintenant. J'ai fermé le fichier et je l'ai copié sur la clé USB. Puis, j'ai pris une photo avec mon téléphone et j'en ai envoyé une copie sur mon email secret. Je ne pouvais pas laisser ce document seulement sur son ordinateur. S'il se doutait de quelque chose, s'il effaçait tout, je devais avoir une longueur d'avance. Alors, j'ai ouvert le dossier dépenses personnelles. Là, j'ai trouvé des reçus de location, mais pas pour notre appartement, mais pour un autre logement, au nom de Renato. Et des paiements mensuels faits toujours en urgence par dépôt en espèces. Une adresse. Un immeuble au centre-ville. Mon sang s'est glacé. Un endroit où il menait une autre vie, ou qu'il cachait quelque chose d'encore pire. J'ai noté l'adresse. Tout mon corps transpirait. Ma gorge était sèche, mais mon esprit était plus clair que jamais. Je voyais enfin qui était réellement mon mari.
Lorsque j'ai refermé l'ordinateur, la nuit était déjà bien avancée. L'horloge affichait 1h24 du matin. Mes mains tremblaient encore et je sentais la pression de l'adrénaline bloquée dans ma poitrine. Je me suis levée lentement et suis allée jusqu'à la fenêtre du salon. Dehors, la rue était sombre. L'air froid de la nuit s'enfiltrait doucement par la petite ouverture que j'avais laissée pour aérer. C'est alors que j'ai entendu le bruit. La porte de l'appartement en train d'être déverrouillée. Ma respiration s'est figée. Renato ne rentrait jamais aussi tard, et quand cela arrivait, il prévenait toujours. Mais cette nuit, justement cette nuit, il est revenu sans avertir. La clé tournant dans la serrure a résonné en moi comme un signal d'alarme. J'ai rapidement fermé l'ordinateur, glissé la clé USB dans la poche de mon manteau et éteint les lumières du salon. Je suis restée là, immobile, derrière la porte du couloir, écoutant chaque son. La porte s'est ouverte. Des pas lourds ont retenti. Renato a jeté quelque chose au sol, probablement les clés comme il le faisait toujours. Puis, j'ai entendu sa voix, basse mais clairement irritée. « Je n'y crois pas, Julia. Je t'ai dit de ne pas me mettre la pression. » Je l'ai dit. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Il parlait au téléphone. Il continua. « Je ne peux pas présenter le document maintenant. Elle n'est pas prête. » « Non, ce n'est pas ça. Elle croit encore en moi, mais si tu continues comme ça, tu vas tout gâcher. » J'ai senti la colère monter, brûlante comme du feu. Je croyais en lui. Je lui faisais confiance. Je pensais que nos disputes étaient normales. Pendant ce temps, il planifiait de me mettre à la rue de ma propre maison. Puis, il a dit quelque chose qui a fait geler tout mon corps. Bien sûr que je vais me débarrasser d'elle, mais ça doit être au bon moment. J'ai porté une main à ma bouche, essayant d'étouffer ma respiration. Me débarrasser d'elle. Le mot a explosé dans mon esprit comme un tir. Il ne parlait pas de divorce, il parlait de se débarrasser, dans un sens beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus destructeur. Et il a ajouté « L'appartement est ce qui compte, le reste, on gère. » Fais-moi confiance, personne ne va soupçonner. Mon estomac s'est retourné. Mes mains sont devenues glacées. J'ai tout compris. Renato ne voulait pas seulement mon patrimoine, il voulait éliminer le problème que je représentais pour ses affaires illégales. J'ai inspiré profondément et j'ai reculé d'un pas plus silencieuse que je ne l'avais jamais été. À cet instant, une certitude est née en moi. Si je restais, je mourrais. Mais fuir sans preuve serait inutile. Il me retrouverait, il me détruirait légalement et émotionnellement, ou pire. Alors, j'ai fait la seule chose qu'une femme qui voit enfin la vérité doit faire. J'ai décidé de retourner la situation. Je savais que j'étais brisée, je savais que j'avais peur, mais il y avait en moi quelque chose qui ne s'éteindrait plus jamais. La force de survivre. Et maintenant, avec des preuves en main, avec la vérité mise à nu, je n'étais plus désespérée. J'étais prête. Renato est finalement entré dans la chambre. La porte s'était refermée. La maison était redevenue silencieuse. Et je sus. Le lendemain matin, rien ne serait plus jamais comme avant. Parce que pour la première fois, j'avais quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé que je pourrais avoir. Le courage. Chapitre 6. L'appartement secret et la vérité que je n'étais pas prête à découvrir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une seconde. Je suis restée assise dans un coin du salon, les genoux repliés contre moi, la clé USB cachée dans la manche de mon manteau, écoutant Renato aller et venir dans la chambre, parler fort, claquer des tiroirs, comme si le monde entier l'agaçait. Ou Julia, ou moi, ou le plan, qui, selon ses propres mots, était sur le point de mal tourner. Cette phrase ne quittait pas ma tête. Je vais me débarrasser d'elle au bon moment. L'appartement est ce qui compte. Je n'avais plus le moindre doute.
Renato était dangereux. Et je devais sortir de cette maison. Mais pas avant d'avoir tout découvert. J'avais besoin de preuves suffisantes pour qu'il ne puisse jamais me nuire. Des preuves pour garantir ma protection légale et émotionnelle. Mais surtout, des preuves pour s'assurer qu'il ne puisse jamais plus m'approcher. Lorsque le soleil a commencé à se lever, il est sorti de la chambre déjà habillé, les yeux cernés, la barbe négligée, de l'irritation dans chaque geste. « Je pars tôt aujourd'hui », a-t-il dit sans me regarder. « Tant mieux ». Il a claqué la porte sans attendre de réponse. Quand je l'ai entendu descendre les escaliers de l'immeuble, je me suis enfin levée. La première chose que j'ai faite a été de prendre une douche chaude. J'avais besoin de laver de mon corps l'odeur de la peur. La deuxième a été de prendre mon téléphone et d'ouvrir l'adresse que j'avais trouvée dans les documents. L'appartement secret du centre-ville. Je suis restée quelques secondes à regarder cet endroit sur l'écran, à décider si j'avais le courage d'y aller. Puis je me suis rappelé sa phrase, la menace voilée. Et j'ai compris que le courage n'était plus un choix. C'était une question de survie. J'ai préparé un petit sac avec mon téléphone, la clé USB, un carnet de notes, un stylo, mes documents et un spray au poivre que je gardais depuis l'adolescence. J'ai respiré profondément, mis des lunettes de soleil, attaché mes cheveux et je suis sortie. Chaque pas résonnait dans les murs de ma propre poitrine. Je savais que je franchissais une frontière invisible. La frontière entre l'innocence et la guerre. J'ai pris un bus bondé pour le centre-ville. Je ne voulais pas utiliser ma voiture. Si Renato surveillait quoi que ce soit, il ne pourrait pas tracer mes déplacements. Mais même ainsi, je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'être suivie. Je me suis retournée 3 fois pendant le trajet, observant chaque visage, chaque regard. Rien d'anormal. Peut-être que c'était juste la peur, ou peut-être de l'intuition. Je suis descendue 2 rues avant l'arrêt final, et j'ai marché jusqu'au bâtiment. C'était un immeuble ancien, en rénovation inachevée, façade beige écaillée. Une minuscule entrée, sans identification, sans caméra visible. La sonnette était entourée de petites étiquettes adhésives avec des noms imprimés. Mon cœur s'est gelé quand j'ai vu R. Azevedo, 402. Son nom. Là, au grand jour. Comme s'il s'agissait d'un 2e foyer. J'ai appuyé sur l'interphone. Aucune réponse. J'ai appuyé à nouveau. Toujours rien. Alors j'ai décidé de tenter quelque chose de risqué. Attendre que quelqu'un entre ou sorte. Je me suis adossée à un lampadaire, faisant semblant de regarder mon téléphone. 15 minutes plus tard, une voisine est sortie promener un petit chien. J'ai profité de la porte ouverte et suis entrée derrière elle. Elle n'a rien de marqué. J'ai monté les escaliers lentement, comme si Renato pouvait surgir devant moi à tout instant. Au 4e étage, mon cœur s'est emballé. La porte 402 était là. Simple, brune, sans rien de spécial. Mais pour moi, elle semblait vibrer, respirer, comme si elle gardait un secret vivant. Je me suis approchée doucement. J'ai posé mon oreille contre la porte. Silence. J'ai tourné la poignée par impulsion, sans vraiment croire que cela fonctionnerait. Mais le clic fut clair et discret. C'était ouvert. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de terrible. Renato ne verrouillait pas cet endroit parce qu'il ne craignait pas les intrusions. Il avait confiance que personne n'oserait jamais le chercher ici. J'ai inspiré profondément et poussé la porte. L'appartement était sombre, rideaux fermés. Une forte odeur de parfum féminin, sucré, écœurant, imprégnait l'air. J'ai allumé la lumière. Et mon estomac s'est retourné. Cet endroit n'était pas seulement un point de rendez-vous, ni un simple refuge. C'était un appartement décoré pour 2 personnes. Et pas 2 personnes quelconques, mais un homme et une femme qui construisaient une nouvelle vie ensemble. Sur la table basse, 2 tasses encore utilisées.
Dans la cuisine, 2 verres de vin dans l'évier. Sur le canapé, un blazer d'homme, celui de Renato. Et sur la table de la salle à manger, un pot avec un bouquet de fleurs blanches fraîches. Dans le vase, une carte. Ma main a tremblé en la prenant. Pour nous, pour la vie que nous allons construire, R. Mon monde a vacillé. J'ai dû m'asseoir. Mes genoux n'ont tout simplement pas tenu. Pendant quelques secondes, tout est devenu blanc. Pour nous, la vie que nous allons construire? Il ne se contentait pas de me tromper. Il me remplaçait dans la vie que moi j'avais aidé à bâtir. Pire, il m'effaçait. Il voulait me retirer la maison, les stabilités, le nom, la vie, pour tout offrir à une autre femme. J'ai respiré profondément, essayant de garder le contrôle. Je devais voir le reste. Et c'est alors que j'ai remarqué une porte entr'ouverte au bout du couloir. Je m'en suis approchée doucement. J'ai poussé du bout des doigts. Et là, mon cœur a manqué en battements. C'était un bureau improvisé. Petite table, lampe forte, dossier empilé. Au centre, une chemise rouge avec un R écrit au stylo. Je l'ai ouverte. Il y avait des documents classés par ordre chronologique. Relevés bancaires dissimulés, factures fictives, contrats signés sous de faux noms, preuves d'envois internationaux, cartes de route nocturne, et enfin une grande enveloppe portant la notation « Plan final à remettre avant le 15 avril ». Ma main a tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, une feuille tactilée intitulée « Projet de transition patrimoniale, phase 3 ». Et juste en dessous, garantir la sortie définitive de Rebecca avant la date fixée. Sortie définitive. Pas divorce, pas séparation, pas accord. Sortie définitive. Une nausée violente m'a forcé à courir jusqu'à l'évier de la cuisine. J'ai essayé de respirer, de ne pas m'évanouir. Quand j'ai retrouvé mon calme, je suis revenue au comptoir et j'ai commencé à tout photographier. Chaque document, chaque détail, chaque preuve. J'ai tout envoyé à mon email secret. Je tremblais, mais j'ai continué. Il semblait que plus je découvrais la vérité, plus ma force grandissait. Car désormais je savais. Je ne me battais plus pour mon mariage. Je me battais pour ma sécurité, pour ma vie, pour mon avenir. Et je n'étais plus seule en l'intérieur de moi-même. Une nouvelle Rebecca était en train de naître, forte, analytique, stratégique. J'ai fini de tout photographier et j'ai glissé quelques petits documents dans mon sac, pas trop pour ne pas éveiller de soupçons. Au moment où j'allais partir, j'ai vu un cadre sur l'étagère. Renato et Giulia enlacés, sur la même plage où ils m'avaient emmené pour nos 5 ans de mariage. Le même paysage, le même sable, mais avec une autre femme. Mon cœur a se serré, mais d'une manière différente. Ce n'était pas de la douleur, c'était de la colère. Une colère vive, une colère brûlante, une colère qui me donnait de la force. J'ai pris la photo et j'ai mis dans mon sac. Je l'utiliserai comme preuve finale. Avant de sortir, j'ai fait quelque chose d'instinctif. J'ai pris un stylo, retourné une feuille sur la table et écrit « Je sais ». Rien d'autre. Pas de signature, pas d'explication, juste la vérité. Pour que Renato comprenne, il avait perdu le contrôle et désormais c'était moi qui fixais les règles. Je suis sortie de l'appartement, j'ai refermé la porte calmement et je suis descendue les escaliers sans me retourner. Une fois dans la rue, le vent froid m'a frappé le visage et m'a apporté une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. À partir de maintenant, il n'y avait plus de place pour la peur, ni pour le doute, ni pour la nostalgie. J'avais des preuves, j'avais une stratégie, j'avais un objectif. Et par-dessus tout, j'avais décidé de survivre.